bienvenue dans la grande émission du jeudi. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de la grande émission. Et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas seuls. Il y a des ados de 11-17 ans d'Active Ado, qui est une initiative de la communauté de communes de la Châtaigneraie, qui vont nous accompagner pendant toute l'émission et on peut les réapplaudir. Alors, c'est une émission, ça tombe très bien parce que c'est une émission qui est consacrée à l'instruction civique et notamment l'instruction civique pour les nuls. Voilà, vous allez apprendre plein de choses. Mais avant d'accueillir notre invité sur le plateau de la grande émission, j'accueille évidemment nos vieux. Parce qu'il y avait des jeunes et nos garçons pour cette émission. Jérôme Aubineau, bonjour. Franck Géron, bonjour. Jean Reynaud, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, Jean, il y a déjà des objets devant vous, oui. Donc on va parler de ça. Voilà. C'est tout? Premièrement, je vais vous mettre la pression. Et deuxièmement, je suis désolé, je ne pensais pas qu'il y avait des jeunes, mais le titre de ma deuxième chronique s'appelle « Ma toute première fois ». C'est pas vrai, vous allez vous confier sur ce plateau. C'est pas possible. D'accord, ok, très bien. Merci Jean, ça mérite de... Il a le sens d'utiliser. Oui, il a le sens de... Voilà. Franck, la longévité est une chance. Toujours. Et plus que jamais, je vous emmène aux États-Unis pour effectivement apporter une nouvelle preuve. Dans un premier temps, ensuite, je vous parlerai d'une histoire extraordinaire, celle d'un guitariste, Bob. Et puis enfin, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons d'un sujet d'actualité, à savoir la préparation à la retraite. D'accord, très bien. Ça, c'est pour Franck. Et Jérôme Aubineau? On va tester nos connaissances en instruction civique, un petit quiz, voilà, destiné à tous ceux qui sont sur ce plateau aujourd'hui. Et puis, dans une deuxième partie, on verra d'où vient le mot Toussaint. Et on fera un petit... oui, parce que c'est dans quelques jours. Voilà. Un plateau de fruits de mort. Ouais. Très bien. Merci Jérôme. Guillaume Bernard, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Grand plaisir. Alors, on vous connaît, vous êtes un habitué des plateaux plutôt politiques de TV Vendée, notamment pour les dernières élections départementales. Et vous êtes surtout l'auteur de ce livre-là, L'instruction civique pour les nuls. Alors, c'est une réédition. Alors, juste pour vous parler un peu de vous en amorce, vous êtes maître de conférence en histoire du droit à l'ICES. On vous retrouve à l'ICES. Vous avez aussi enseigné dans d'autres établissements, mais notamment à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialisé en histoire des institutions et des idées politiques. Je ne dis pas de bêtises. C'est parfait. Très bien. Et vous avez aussi fait d'autres ouvrages, notamment l'introduction à l'histoire du droit et des institutions. Et vous éditez ce livre en coopération avec Frédéric Monera, qui est docteur en droit. Voilà, donc ça c'est une réédition, Guillaume. C'est vrai, ça existait déjà en grand format, et là on le sort en poche, en super format. Ouais. Beaucoup la taille est très agréable, et le prix est peu élevé, 12 €, donc c'est, je crois, accessible à peu près toutes les bourses. Ouais. Et on peut se cultiver aussi bien sur les questions historiques, politiques, institutionnelles, je crois, avec un peu d'humour. Tout à fait. Piocher ça et là, je trouve. Exactement, c'est-à-dire qu'on picore. On n'est pas obligé de lire tout le livre, mais on picore en fonction des chapitres qui sont très détaillés d'ailleurs. Donc c'est un peu le principe de la collection. De toute façon, on avait reçu Michel Chamard notamment pour la Vendée. C'était un peu le même principe. Je vais être direct avec vous, Guillaume Bernard. Oui. Quelle est pour vous la définition de l'instruction civique? Vous avez 4 heures. Alors, je crois que je vais essayer de répondre de manière un peu plus courte, un peu plus concise, ou alors il faudra couper au montage. Bon, en tout cas, il est certain qu'il y a deux termes qui sont couramment utilisés, soit l'instruction, soit l'éducation. Tout à fait. Nous avons choisi volontairement le terme instruction pour bien signifier qu'on était là pour apporter des connaissances et pour qu'ensuite les personnes puissent, en toute connaissance de cause, faire leur choix. Leur choix politique en particulier, plutôt que le terme d'éducation qui a effectivement plutôt, je dirais, une connotation, je dirais, de former les personnes, je dirais, de les orienter. Donc on a choisi le terme instruction plutôt qu'éducation dans un but, je dirais, de laisser une plus grande liberté au lecteur. Instruction civique, eh bien c'est le fait d'être pas simplement un atome, je dirais, dans un corps social, mais d'appartenir véritablement à ce corps social, participer à sa vie et donc être un citoyen actif d'une certaine manière. C'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'habitude, on colle à instruction civique et morale. Et dans le titre là, il n'y a que instruction civique. S'il y a une raison à ça ou c'est un hasard? Alors, c'est très franchement, un livre, pour qu'il soit, je dirais, bien visible, bien identifiable, il faut que le titre soit généralement plutôt court. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que les questions, je dirais, liées à l'éthique ou à la morale ne sont absolument pas, ces questions ne sont absolument pas absentes de l'ouvrage. On parle des questions liées à la bioéthique, à la PMA, aux mœurs, à l'euthanasie. Donc, les questions morales y sont, mais dans un souci, je dirais, d'efficacité,
et pour avoir un titre court, on a sélectionné uniquement l'instruction civique. C'est une réédition par rapport au livre qui était paru en 2010 ? En 2010, En 2010. Oui. Est-ce que vous avez dû faire des coupes sombres, entre guillemets, oui. Pour cette réédition ? Oui, parce que passant d'un grand format à un format de poche, évidemment, on a un peu moins de place, donc moins de texte, mais surtout, on a cherché à le mettre à jour. Le fait d'avoir à couper, ce n'est pas, je dirais, à premier abord, c'est désagréable pour un auteur, mais en revanche, ça nous a obligés, avec Frédéric, à aller droit au but, à essayer de condenser de manière, je dirais, efficace, de manière que les choses soient compréhensibles, et peut-être même parfois quelque peu, je dirais, de simplifier, mais pas au détriment, évidemment, des connaissances. C'est précisé d'ailleurs que c'est une édition entièrement revue. Absolument, elle est mise à jour, aussi bien pour les institutions que pour les grands débats politiques récents. C'est mise à jour, donc c'est évidemment cette édition-là qui est, je dirais, la plus intéressante. Et je crois qu'elle est même plus efficace. Très franchement, on avait sorti dans la collection l'ouvrage en grand format, on avait pu parfaitement développer tout ce qu'on avait voulu faire, et là le fait d'avoir à condenser nous a obligés à sélectionner, à hiérarchiser, et donc c'est pas plus mal. La préface est écrite par Jean-Louis Debré. Oui. Je rappelle juste que c'est ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale et actuellement président du Conseil constitutionnel. Il y avait une raison à ça ? Pourquoi lui ? Alors très sincèrement, c'est un contact ou un ami, je ne rentrerai pas dans les détails de leur vie privée, de Frédéric, mon co-auteur, Frédéric Monera, et Jean-Louis Debré a très gentiment accepté de préfacer cet ouvrage. Je crois qu'il l'a fait surtout parce que, en tant que président du Conseil constitutionnel, il est évidemment attaché au fait que l'ensemble de nos concitoyens connaissent les institutions, leurs mécanismes, leur fonctionnement, leur origine historique, les grands débats politiques, et que le Conseil constitutionnel étant chargé au final de valider ou non, au regard, je dirais, des droits fondamentaux, les lois votées par le Parlement, d'une certaine manière, là, il prenait, je dirais, l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire au départ, l'instruction de ceux qui seront conduits à voter, à désigner des représentants, à participer à des référendums. Je crois que c'est dans une démarche, je dirais, effectivement, tout à fait compréhensible, étant donné sa fonction de président du Conseil constitutionnel, qu'il a accepté de préfacer l'ouvrage. Ça ne veut pas dire qu'il partage forcément toutes les positions qui sont évoquées dans l'ouvrage, mais en tout cas, il pense que l'objet de cet ouvrage est important. D'accord. C'était juste un petit commentaire, sans compter que son nom est très associé à la Constitution. Bien sûr, c'est presque le témoin logique pour cela. Merci, on va revenir évidemment sur ce livre, mais d'abord c'est Franck. Franck et ses lunettes. Depuis, voilà, Franck et ses lunettes. Alors, Franck, Wonder Woman ? Accrochez-vous, Adèle, oui, parce qu'effectivement, je surfe sur le sujet de notre invité du jour pour vous parler d'une célébrité. Est-ce que vous vous souvenez, Adèle, est-ce que vous vous souvenez, les jeunes, de Wonder Woman ? De Wonder Woman. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Oh là là, c'est là que tu prends le coup de vieux. Alors, regardez non, mais elle avait un costume de c'était il y a à peu près 90 ans, on est d'accord. C'est ça. En fait, c'était une femme absolument extraordinaire avec des super pouvoirs sur son île paradisiaque. En fait, tout cela pour vous présenter et pour redevenir sérieux. En fait, une femme, une américaine, californienne, une femme exceptionnelle qui s'appelle Mary Cotter. Ouais, c'est Mary Cotter. En fait, ce qui est exceptionnel chez cette femme, c'est qu'elle a fêté ses 103 ans il y a quelques jours au centre de gériatrie Montclair. Et en fait... Oui. D'accord, 103. Ah oui, mais je comprends pas. Elle a fêté ses 103 ans dans un centre de gériatrie où elle ne vit pas, mais où elle est bénévole depuis 25 ans. Ah oui. En fait, en clin d'œil à son incroyable dynamisme, regardez cela, ses amis lui ont acheté le costume de Wonder Woman. En fait, voilà le lien avec la fameuse Wonder Woman. C'est pas elle qui jouait. Absolument pas. Et les résidents l'appellent affectueusement leur serveuse parce qu'elle leur sert tous les jours depuis 25 ans le thé, le café, etc. Elle ne vit pas dans ce centre de gériatrie. Elle est bénévole depuis 25 ans et elle a 103 ans. Donc voilà, son secret de longévité, c'est rester occupée en donnant de son temps à ceux qui en ont besoin. En fait, une belle philosophie pour un très bel exemple à suivre. Ah ouais. J'espère que je serai à la même forme à 103 ans. Mais c'est vrai. Et alors, est-ce que comme Jeanne Calment, elle a vendu sa maison viagée ? Parce que ça, c'est une question qui m'a toujours passionné. L'histoire ne le dit pas, mais on va effectivement se renseigner. Effectivement. On passe de Marie à Bob.
Alors absolument, sans transition, et malgré tout je poursuis dans les histoires en fait hors du commun. Nous restons aux États-Unis et je vous emmène maintenant dans le Tennessee. Et oui, de nos jours, de plus en plus souvent, les seniors nous étonnent par le biais de vidéos postées en ligne. Ouais. Les jeunes connaissent ça parfaitement. Certains volent sur les ailes d'avion, d'autres réalisent des exploits sportifs, d'autres encore, comme Bobby Wood, eh bien, jouent de la guitare, mais pas n'importe comment. C'est l'octogénaire de 81 ans. Incroyable. Bob Wood. En fait, rien que son nom sonne comme celui d'une rockstar, d'emblée. Mais c'est vrai, hein. Il entre dans un magasin de guitare et figurez-vous, eh bien qu'il s'empare d'un modèle qui est en exposition, il commence à jouer. Et là, immédiatement, en fait, la magie opère. Les doigts agiles glissent sur les cordes pour jouer une version à mi-chemin entre jazz et puis flamenco. L'homme, en fait, est habité par la musique. Sa performance a d'ores et déjà été visionnée plus de 2,2 millions de fois sur les réseaux sociaux, figurez-vous. Regardez plutôt l'extrait de la vidéo, c'est hallucinant. C'est beau. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, il faut dire que Bob n'est pas un nouveau venu dans le monde de la musique. En fait, le guitariste octogénaire a reçu différentes récompenses au cours de sa carrière. Il s'est vu décerner tout un tas de prix. Et puis ça se voit. En fait, Bob est un pro et bravo Bob. C'est fin, quoi. Super joli. Ah bah écoutez, je suis bluffée là. Une belle leçon. Ah ouais, c'est très joli, très bien. Merci Franck. On passe de Bob à Jérôme. Jérôme, je ne sais pas si vous savez faire aussi bien la guitare que Bob. Oh là là, non. Et vous savez jouer avec les mots. Oui, mais là, on va pas trop jouer avec les mots. Oui, on va plus faire un quiz sur l'instruction civique, à la fois des questions à choix multiples, parfois non, des questions sur la politique, sur les institutions, sur l'histoire, sur la Constitution. Bref, ça va aller un peu dans tous les sens. Est-ce que Guillaume Bernard a le droit de jouer? Parce que c'est sûr qu'il va gagner. Mais alors, ça va être Guillaume Bernard contre tout le reste. Contre le reste du monde. Alors, moi, j'ai appris plein de choses en préparant ce quiz. D'accord. Alors, depuis quand utilise-t-on un isoloir pour les élections populaires en France? Est-ce que c'est 1907, 1913 ou 1954? Est-ce que quelqu'un a une idée dans le public? Non. L'isoloir, une petite boîte de c'est quoi la dernière date? 1954. Ouais, je dirais 54. 54. Jean? Ouais. Je l'ai entendu. C'est? Non. 1913. Ouais. C'est un coup de bol, ça. 1913? Ouais. C'est vrai? Il a fallu 25 ans de débat pour aboutir à ça, parce qu'avant, on donnait au scrutateur son enveloppe, il la mettait telle quelle dans l'urne. C'est pas vrai. Ah ouais, d'accord. Aussi, ça assurait pas réellement le secret du vote. D'accord. Un conseil municipal n'est pas obligé d'élire maire le candidat classé premier sur la liste majoritaire. Ouais. Vrai? Guillaume Bernard. Oui, c'est vrai, oui, absolument. Oui. C'est vrai. Même si l'usage veut que ce soit souvent. Mais on a eu un exemple, c'était je crois en 2008 à Foussé-Perret, où le premier de la liste majoritaire n'est pas devenu le maire. D'accord, ok. Combien de lois sont applicables en France aujourd'hui? Allez, environ 100, 1000, 10 000, 100 000. C'est une enchère. 100, 10 000, non, 100 000, 10 000, 100 000. Avec les décrets d'application ou sans? Juste les lois. Juste les lois. Non? 10 000, on dit 10 000. Ouais, voilà, environ. Ah oui, quand même. Si je vous dis, alors là vous allez pouvoir peut-être jouer, si je vous dis associer ces lieux à un ministère, quand on parle de Bercy, est-ce que ça oui. Non. On parle pas de la salle de spectacle. Non, ministère. Un ministère, oui. Le ministère. L'entrecôte. L'entrecôte. Qui a des finances? Ah, c'est monsieur derrière Guillaume Bernard qui a des finances. Le Quai d'Orsay. On entend souvent parler du Quai d'Orsay. Oui. La police. Les affaires étrangères. Les affaires étrangères. Place Beauvau. Place Beauvau. Justement, Place Beauvau. Ouais, le ministère de l'Intérieur. Place Vendôme. Justice. La justice, oui. Bah, Et alors, un facile, Hôtel Matignon. Alors, on n'entend pas le public, hein, mais... Oui, c'est le Premier ministre à ma gauche. Alors, qui exerce l'intérim de la présidence de la République en cas de vacances? Est-ce que c'est le président du Conseil constitutionnel? On parlait de Jean-Louis Debré. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le président du Sénat? Ou est-ce que c'est le Premier ministre? Guillaume Bernard.
C'est le président du Sénat. Et c'est arrivé à 2 reprises. Alain Poher a été effectivement président de la République par intérim après la démission de Charles de Gaulle et puis après le décès de Georges Pompidou. Et alors là, je sais, j'ai pas la réponse, mais il me vient une question. Si le président du Sénat est empêché, à qui ça revient? À qui revient le... Ben écoutez, vous me posez une colle et je vais y répondre la prochaine fois que je viendrai sur ce plateau. Juste une dernière, Jérôme. Alors peut-être qui a dit « La France était coupée en 2, avec moi elle sera pliée en 4 ». Alors ça, je sais pas. Allez, un humoriste. Un humoriste? Ouais, qui a voulu se présenter. Ah bah Coluche. Coluche, voilà. Ouais, d'accord. Et puis le fameux « Je vous ai compris ». De Gaulle. Oui, voilà, De Gaulle. Et puis, très vite, Jérôme. Allez, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Et c'est parfaitement exact. Ouais, en plus, c'est qui a dit ça? C'est Chirac en 93 pour le Figaro, mais on attribue aussi cette citation à Pierre Dac. D'accord. Il s'est peut-être inspiré de Pierre Dac d'ailleurs, Jacques Chirac. Ouais, peut-être. Merci Jérôme, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission, nous sommes en compagnie, évidemment, vous venez de l'entendre, de Activado, de la communauté de communes de la Châtaigneraie, qui sont là pour toute l'émission, et puis évidemment avec Guillaume Bernard, qui est co-auteur de l'instruction civique pour les nuls, qui vient de se rééditer, qui vient de sortir, et nous sommes en compagnie aussi de Jean, de Franck et de Jérôme. Guillaume Bernard, dans l'introduction, vous ne mâchez pas vos mots. Vous dites notamment « Parler à tort et à travers de république, de citoyenneté, d'égalité, de laïcité et évoquer à la moindre occasion la déclaration des droits de l'homme ne signifie pas que l'on en maîtrise la définition, le contenu, voire la portée. » Vous adressez à qui? Aux médias? Entre autres, mais essentiellement en tout cas à ceux qui portent la parole publique, c'est-à-dire les hommes politiques, évidemment. Véhiculé par les médias, bien sûr. Et reproduit par les médias. C'est-à-dire qu'on est avec des termes qui, je dirais, ont une histoire, ont une profondeur, ont une signification. Et c'est ce qu'on a essayé justement de montrer par l'analyse philosophique, l'analyse politique, l'analyse institutionnelle, que ça a un sens et qu'on ne peut pas utiliser ces mots-là à n'importe quelle occasion. Est-ce que vous trouvez justement que les médias utilisent trop souvent le mot, surtout en ce moment d'ailleurs, le mot république, le mot citoyenneté, valeur, etc. Est-ce que pour vous, ce sont des mots qui deviennent galvaudés? Oui, parce que on les utilise de manière très interchangeable en particulier, alors qu'effectivement la nationalité, la citoyenneté, ça signifie des choses assez précises et pour lesquelles il ne faut pas, il ne faudrait pas utiliser ces termes-là de manière inappropriée, parce que du coup ça casse, je dirais, les représentations communes que l'on peut avoir. Pour qu'un corps social puisse fonctionner, il faut que les gens utilisent les mêmes termes et que ces termes, je dirais, aient le même sens pour tout le monde. Et c'est ça le problème. Jérôme, vous aviez une question? Non, d'accord. Je regardais l'horloge de... Jean est en train de faire sa petite tambouille. Je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, évidemment, liée à Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, parce que l'enseignement moral et civique, c'est bien dit moral et civique, l'EMC est revenu, en fait, notamment lié à l'histoire dans les cours, dans les écoles. Est-ce que c'est en lien? Est-ce qu'il y a un hasard? Vous avez sorti le livre... Alors nous, on l'a sorti en 2010, donc on a commencé à le préparer quelques années auparavant. Et c'est vrai que nous étions attachés, avec Frédéric Monera, à l'idée d'essayer d'offrir un ouvrage qui présente en un seul volume l'ensemble des questions qui sont au programme des classes du collège et du lycée. Et à partir de là, on a ensuite évidemment agrémenté avec un certain nombre d'éléments qui nous semblaient manquer pour pouvoir faire le lien entre ces différentes questions. Il est certain que l'éditeur a profité, je dirais, du fait que la question redevienne, je dirais, vraiment d'actualité pour relancer cette nouvelle édition. Et vous en pensez quoi de ce retour de l'enseignement moral et civique? Est-ce qu'il était déjà parti d'ailleurs de... Non, il n'était pas vraiment parti, mais c'est vrai qu'il était, je dirais, la 5e roue du carrosse, si vous me permettez l'expression un peu familière. Alors là, il y a une heure qui est dédiée. En lien avec l'économie ou en lien avec l'histoire, on faisait quelques heures d'enseignement. Je pense que ça n'est pas inutile que, il y ait des heures qui soient balisées pour pouvoir enseigner ces questions-là. Encore faut-il qu'elles ne soient pas, je dirais, réduites à simplement des sentiments, à des émotions, mais qu'il y ait véritablement une véritable instruction liée aux questions
historique, je le répète, c'est vrai que je suis historien et que je tiens à mon dada, mais on ne peut pas parler sérieusement de ce que c'est que la République si, par exemple, effectivement, on ne voit pas en quoi cette notion, enfin, quelle est l'origine de cette notion. Voilà. Franck, on va revenir sur l'actualité liée aux seniors. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce mot, mais notamment avec un film qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire. Tout à fait, Adèle, puisqu'en fait, je voulais vous parler avant tout, finalement, du départ à la retraite. Parce que cette réalité qui attend tous les actifs, eh bien, n'est pas si banale que cela, en fait. C'est une chronique liée à Jean. Ah oui, voilà, c'est tout. Donc le départ à la retraite, Franck. Voilà. Oui. Et donc, en fait, ce film, qui est effectivement, dont l'acteur est Robert De Niro, eh bien, évoque la question de la retraite. Donc, dans ce contexte, le développement des préparations en tout genre se développe, et ce film aborde la question du stagiaire retraité. Je vous invite à regarder la bande-annonce, vous allez voir, c'est un très joli film. Benjamin, je vais vous poser une de nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Alors soyez genre, il faut que je cogite un max, ok? Vous vous voyez où dans 10 ans? À 80 ans. Un conseil avant que j'aille la voir? Elle déteste quand on cligne pas les yeux, ça la rend dingue. Bonjour Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Ravi que vous trouviez ça amusant aussi. Mieux vaut en rire. Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous. J'attends de vos nouvelles, monsieur. Oh, pardon, vraiment désolé. Vous êtes le nouveau chauffeur de Jules? Non, à vrai dire, je suis son stagiaire. Ça, c'est très très drôle. Mon stagiaire trouve à s'occuper. Monsieur Convivialité, tout le monde l'adore. Qui s'habille bien impressionne. On rentre sa chemise. Pourquoi est-ce que plus personne ne rentre plus rien? C'est pas à toi qu'il faut le demander. Je suis Fiona, la masseuse maison. Ben. Quel effet ça vous fait? Oh, c'est tout à fait... Oh, T'es pas aussi vieux que je pensais, en fait. Nos investisseurs pensent qu'un PDG aguerri pourrait te soulager efficacement. Fais-moi donner des cours de PDG. Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie. Ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça. De bons moments. C'est dans ces moments qu'on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que vous êtes mon... Stagiaire. Eh bien, j'allais dire stagiaire / meilleur ami. Vachement bien. Moi, si j'ai un stagiaire comme ça, donc ça sort bientôt? Donc en fait, il vient juste de sortir. Il est sorti au début de ce mois-ci. Et en fait, pour terminer, je voudrais faire une référence à Sigmund Freud, qui dit. Le niveau là, de l'émission, d'accord. Avec notre invité du jour, effectivement, il fallait absolument que après Wonder Woman, etc., je trouve une référence. Oui, voilà, il fallait trouver quelque chose. Absolument indémontable, qui effectivement mettait en avant qu'amour et travail et amour, ce sont les deux grands piliers de la vie. Ce qui signifie donc qu'à l'âge de la retraite, eh bien, avoir un but et se sentir utile, eh bien, sont des besoins aussi fondamentaux, tout simplement, qu'aimer ou être aimé. Voilà. Ah oui, tout de suite, ça, on est d'accord. Ouais, très bien, parfait. Ça va faire une très jolie transition. Une très jolie transition parce qu'en exactement, et puis tout de suite, c'est Jean. Jean Reno. Oui, madame. Oui, Adèle, pardon. Je voudrais vous parler de pression. La pression, j'ai amené ici un baromètre enregistreur. D'accord. Ce baromètre marche selon deux critères, une abscisse et une ordonnée. J'ai jamais su laquelle était laquelle. J'ai un bac philo option espagnol, je m'en excuse, mais j'arriverai toujours pas. Donc vous avez ici un tambour. Ce tambour subit la pression atmosphérique. La petite chose au milieu, là, dorée. Okay. Il subit la pression atmosphérique, il va évoluer de quelques dixièmes de millimètres. Avec une très forte démultiplication, il va faire bouger l'aiguille qui est là. Cette aiguille va monter et descendre, peut cavaler de haut en bas du papier. Et avec une clé, on remonte le tambour. Là, vous remarquerez qu'il a tourné de nombreux mois tout seul sans que personne ne le change, et c'est un peu dommage. Et donc, on obtient ainsi la courbe atmosphérique qui vient de se passer. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est pas vieux, enfin, c'est moderne, c'est moderne, c'est fait par un fabricant français de grande qualité qui est Baudet. Et vous avez ici, de chez Gégère-Lecoultre, une pendulette qui s'appelle Atmos et qui marche selon le même principe. Vous avez un tambour ici qui subit la pression atmosphérique et qui va entraîner cette grosse masselotte que vous voyez en bas, qui est lourde, qui bouge parce qu'on l'a un peu tripotée, elle va se calmer. Et donc, elle fait des allers-retours comme ça, et c'est le mouvement perpétuel.
D'accord. Il n'y a aucune clé pour remonter. Voilà. C'est juste la pression. C'est juste la pression sur le tambour qui compresse, etc. Et ça fait comme une clé cliquée ou comme une montre automatique. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ceci. C'est une bande à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle était sur mon baromètre enregistreur. Vous voyez ici, là. Je ne sais pas si on la voit bien. Ah, je ne sais pas, mais c'est bon, c'est pas très facile. Vous voyez la courbe qui plonge? Oui, elle plonge à un moment donné. C'est Xynthia. Ah. C'est Xynthia. Donc, c'est une courbe, je montre ça aux autres. Le jour où ça vous arrive, vous êtes en pleine mer et voilà, on la voit bien. La courbe au milieu. Voilà. Ouais. Quand vous êtes en pleine mer, que votre voilier et que votre baromètre indique ça, le mieux c'est de ranger vos toiles vite fait, mettre votre gilet de sauvetage et prier le Seigneur, celui que vous voulez, mais vous en aurez bien besoin. D'accord. Voilà. Là, donc, il y a eu ce jour-là une dépression, donc ça s'est effondré. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de pression sur la mer, il y a eu une surcote, la mer est montée beaucoup plus haut, la tempête a poussé l'eau à l'intérieur, le lait a été bloqué et l'eau est donc passée par-dessus la digue et a fait le carnage que l'on connaît. Voilà. Donc ça peut être un objet comme ça, technique, ou une jolie pendulette qui tourne depuis des années chez son propriétaire sans qu'on y touche. Il faut la remettre à l'heure de temps en temps parce que les pressions ne sont pas toujours... Alors je découvre, j'avoue, je suis... Bien. La pendulette Atmos de chez Jean Lecoultre. Merci. C'est un objet intéressant. C'est une chronique météo que vous avez Il y en a des centaines de modèles très différents. La plus belle vaut plus de 150 000 €. Ah, oui, ça c'est un modèle très classique qui vaut 600, 800, 1200 €. D'accord. Les jours de beau temps d'intempéries, comme disait Brassens. Très bien, merci Jean. Tout à l'heure, une petite histoire ? Oui, bien sûr. Ouais, j'ai hâte. On va revenir sur l'instruction civique. Guillaume Bernard, malgré le fait que la ministre de l'Éducation ait voulu remettre l'instruction civique au goût du jour, l'enseignement moral et civique, je tiens à le préciser, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas la même sémantique. Est-ce que c'est pas un peu vieux jeu de faire un livre sur l'instruction civique ? Ça, non, parce que, excusez-moi, mais l'instruction civique, ça me fait penser aux blouses grises, aux tableaux en craie. Enfin, voilà, il y a un côté un peu rétro. Et à Marcel Pagnol et à Topaz. C'est un peu ça. Bien mal acquis ne profite jamais. C'est lié oui, mais bien sûr. Le problème, si vous voulez, c'est que ça peut faire vieux jeu. La seule chose, c'est que encore faut-il que, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, les personnes puissent avoir, je dirais, un même vocabulaire, même si elles ne partagent pas les mêmes idées, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cet ouvrage, c'est de leur expliquer les connaissances, de leur donner un certain nombre de connaissances pour que les personnes puissent savoir pourquoi elles pensent ceci, pourquoi elles prennent position pour telle ou telle comment dire, question. Voilà, c'est de leur donner des clés, c'est de leur donner un instrument. Donc, si vous voulez, moi je veux bien que ça fasse vieux jeu, je prends l'attaque très gentiment venant de votre part. La seule chose, c'est que, eh bien, c'est un moyen, c'est un instrument pour être libre. C'est comme ça, d'une certaine manière, qu'on a véritablement conçu ce livre. Parce qu'on l'a écrit à quatre mains. On n'est pas toujours, avec Frédéric, d'accord sur telle ou telle question. On a des divergences. Alors, on a fait, évidemment, pour faire un ouvrage qui soit quand même cohérent, je dirais, des compromis l'un et l'autre. Mais le fait que nous ne soyons pas toujours d'accord, justement, a permis de faire un ouvrage pédagogique. Voilà. Et c'est ça qui était important, c'est-à-dire permettre aux lecteurs, des adultes, des enseignants, des étudiants, des lycéens, eh bien, de savoir pourquoi ils prennent position pour tel ou tel courant politique, pourquoi ils décident de participer ou de ne pas participer aux élections, pourquoi, eh bien, ils considèrent que tel ou tel point d'histoire est valorisant ou eh bien, quelque chose qui mériterait en revanche, je dirais, d'être plus, je dirais, durement jugé. Voilà. C'est ça qui a été, je dirais, véritablement notre objectif, faire quelque chose qui soit le plus large possible, le plus complet possible pour offrir les clés de compréhension des débats politiques d'aujourd'hui. Quel est votre public alors par rapport à ce livre ? La collection pour les nuls, c'est a priori des adultes. Plus que des lycéens. Je m'attendais justement à ce qu'il y ait plus justement une ouverture sur les jeunes. Mais pourquoi au pas départ, les 17 ans exactement. Mais au départ, mais si vous voulez, l'ouvrage et la collection, si vous voulez, c'est pour, de manière générale, permettre à des personnes qui ne s'y connaissent pas dans une matière, dans une question, eh bien, de se renseigner de manière ludique, de manière agréable. Donc, si vous voulez, ça s'adresse au grand public de manière générale. Mais il est certain que cet ouvrage-là s'adresse plus particulièrement
évidemment, et aux enseignants et aux lycéens pour leur offrir un ouvrage complet sur l'ensemble des questions d'instruction civique qu'ils sont susceptibles de traiter si ce sont des enseignants ou de suivre si ce sont des lycéens pendant leurs différentes classes. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour un maître de conférence tel que vous ou un docteur en droit comme Frédéric Monera d'aller à l'essentiel, de simplifier au maximum certains faits très complexes parce qu'il y a des choses assez complexes et en fait c'est très simple à vulgariser. Très vulgarisé. C'est pas un peu frustrant? Mais je peux vous assurer que c'est très difficile. En fait, c'est très difficile d'expliquer les choses de manière simple et de manière claire, de telle manière que, sans dévaloriser l'aspect scientifique, les connaissances, réussir à faire quelque chose qui soit compréhensible par le plus grand nombre, c'est un très dur travail et je suis très heureux de l'avoir fait. Pour moi, c'est beaucoup plus, je dirais, de la valorisation de la recherche que de la vulgarisation au sens où on pourrait l'entendre, de dévalorisation des connaissances. Non, donc c'est quelque chose de très difficile à faire que je suis très heureux d'avoir fait. Très bien. On va revenir sur le livre évidemment dans la troisième partie. On se fait juste une courte pause et puis on revient juste après ça. Et vous pouvez applaudir. De retour dans la troisième partie de cette grande émission où nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Bernard qui est co-auteur de l'instruction civique pour les NUS avec Frédéric Monera. On est en compagnie d'Activado de la communauté de communes de la Châtaigneraie dans le public et puis Franck, Jean et Jérôme pour les chroniqueurs. Guillaume Bernard, dans les livres vous essayez de donner une définition du fait d'être français. Moi j'ai une question qui est en lien évidemment avec le livre. Faut-il se sentir descendant forcément de Vercingétorix et de Jeanne d'Arc pour se sentir français? C'est pas une image de moi, c'est une image de Georges Charpak, je vais y arriver, qui a été prix Nobel de physique, qui était russe à la base, qui a été russe ou polonais, j'avoue que j'ai un doute là. Je sais plus, et qui a été naturalisé français en absolument. Tout cas. Est-ce qu'il faut forcément se sentir descendant de Vercingétorix et Jeanne d'Arc? Tout dépend, si vous me laissez quelques secondes pour répondre, tout dépend de la définition de ce que vous donnez, je dirais, au fait d'être français. Et c'est justement une des tensions qu'il y a dans cet ouvrage, parce que ce n'est pas que nous avons voulu mettre cette tension, mais tout simplement parce qu'elle correspond à la réalité du débat aujourd'hui. Toute la question est de savoir, est-ce que l'on est français parce qu'on en appartient à un corps social qui nous dépasse, qui nous précède, ou est-ce qu'on est français parce que tout simplement on adhère à un contrat social et donc ne sont français dans le fond que ceux qui, à un moment donné, font partie du contrat social. C'est le fond du problème et on sait bien qu'aujourd'hui, de manière sous-jacente dans le débat politique, c'est la question qui est en permanence, qui fâche et qui est en permanence celle à laquelle il faut savoir répondre d'une certaine manière ou à laquelle il faut d'une certaine manière qu'à un moment ou un autre on tranche pour ne serait-ce que par exemple décider de son vote politique. Donc moi j'ai tendance à penser qu'évidemment en tant qu'historien on ne peut pas, je dirais, appartenir à un corps social si on n'enracine pas ce corps social dans le passé. Et dans le fond j'ai trouvé que la formule de Georges Charpak était éblouissante parce qu'elle permettait de dire qu'effectivement, en ayant des origines parfaitement étrangères à la France, il a fait souche. Il n'est pas de souche, pour reprendre cette question évidemment particulièrement disputée en ce moment. Il n'est pas français de souche, mais il a fait souche en se sentant héritier de Jeanne d'Arc, de Saint-Louis ou de Vercingétorix. Ça veut dire que la définition d'être français peut évoluer de siècle en siècle ou de... Alors en tout cas c'est certain qu'elle a évolué à partir du moment où le régime politique a pris le pas sur le corps social, ou disons sur l'importance du corps social, sur l'importance culturelle. Il est bien évident que lorsque vous mettez en avant la France, vous mettez plus en avant l'aspect culturel, l'aspect historique, l'aspect enracinement. Lorsque vous mettez en avant la République, vous mettez plus en avant l'idée du contrat social, ici et maintenant. Et donc c'est le non-dit d'une certaine manière, où ce sont les questions sous-jacentes au débat politique d'aujourd'hui, qui est de savoir, est-ce que la République c'est un instrument au service du corps social qu'est la France, ou est-ce que la République peut se suffire à elle-même? D'accord. Jérôme, sans aucune transition, c'est à vous. Enfin, sans aucune transition, si, non, parce qu'on va parler des morts. Oui, on va parler d'une petite chronique automnale, une chronique de Toussaint, mais au fait, que veut dire Toussaint? Oui, parce que c'est dans quelques jours, là, Toussaint. Oui, voilà, la tradition catholique célèbre une fête qu'on peut avoir du mal à interpréter
cette fête porte pourtant un nom très clair, la Toussaint, écrit bizarrement sans S, alors que Saint y est forcément au pluriel. C'est vrai. En fait, si on dit Toussaint, c'est parce que l'expression ancienne était la feste tous saints, la fête de tous les saints. Histoire de n'oublier personne dans la longue liste des personnages qui ont fait l'objet d'un culte. On est du niveau de la chronique. Finalement, de Franck, c'est une fête collective de rattrapage en quelque sorte. Et le lendemain, c'est la fête de nos morts qui célèbre la mémoire de nos disparus. Voilà pour l'étymologie. Bref, je disais une petite chronique automnale, petite chronique de Toussaint, puisque c'est l'automne. C'est novembre, dans quelques jours, le soleil est parti, c'est pour de bon. Il faut bien se faire une saison. C'est l'automne, c'est novembre, les feuilles tombent ab libitum. C'est l'automne, c'est la Toussaint, c'est la période des gens qui toussent. On sort les buées, les cirés, on chante à la quinte, on se rattrape aux bronches. C'est la saison des brumes, des rhumes, la route du rhum, c'est la saison des grogs, des hot dogs et des allergologues. C'est l'automne. Les microbes de la grippe s'agrippent à tous ceux qui, du coup, prennent la vie en grippe. C'est l'automne, ça s'arrose, c'est la saison des mises en pluie. Le soleil est dans les nuages et les nuages crachent leur crachin. La météo en perd son latin, cumulus, nimbus et stratus. C'est l'automne, les gens font ce qu'il pleuve, ils courbent la tête en signe d'humidité, ça flaque, ça éclabousse, ça bruine. L'hiver en ligne de mire, on sort sa petite laine, ses petites haines. C'est l'automne, c'est la Toussaint, les morts sur le bout de la langue à qui l'on crie je t'aime en chrysanthème. C'est l'automne, menu Toussaint. Alors pour rendre un petit hommage à nos disparus et que le sourire s'invite aussi dans cette chronique, voici un petit plateau de fruits de mort. Succession d'expressions fantaisistes. Il y a du budget. Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry. Le 23 avril 1616, William expire. Allez, j'ose. Lolo Ferrari est mort de mort susbite. On va passer celle-là vite fait. Ferrat, Gainsbourg, Balavoine, Brassens, Barbara, Traîné, tous ont décédé. Lolo Ferrari a eu du succès. Oui, je vois ça. Inutile d'appeler le commandant Cousteau, il est au bonnet absent. François Mitterrand, fidèle à ses opinions, a passé l'arme à gauche, le cœur à lâché. Le 18 avril 1988, le cancer de Pierre Desproges a été annulé pour raison de santé. Allez, c'est l'automne, c'est novembre. Pensez tendre à tous ceux que nous avons aimés, qui ne seront plus jamais où ils étaient, mais qui sont partout où nous sommes, toute l'année, toutes nos pensées. C'est peut-être ça, novembre. Des pensées tendres, Toussaint pleinement. Joli, applaudir. Merci, Jérôme. Merci sur ces jeux de mots. On va parler de l'instruction civique, Guillaume Bernard, et puis ensuite ça sera à Jean. Je reviens sur ce que vous disiez, notamment sur la notion d'être français. Vous dites, parce que c'est en corrélation avec ce que j'ai lu dans le livre, vous dites à un moment, enfin vous dites avec Frédéric Monero, en raison des différents apports ethniques, celtes, romains, germains qui l'ont constitué, la France n'est pas une race, mais une nation. Elle continue chaque jour à se faire, et sous peine de nous diminuer, de nous anéantir, nous individus qu'elle encastre, nous devons la protéger. C'est une façon de répondre à Nadine Morano sur le mot race. Non, je ne pouvais pas ne pas passer à côté de ça. Si vous voulez. Non, alors très franchement, le livre était écrit bien avant qu'il y ait eu cette polémique. Voilà, nous utilisons le terme race dans le sens où des amis scientifiques nous l'ont indiqué, c'est-à-dire que voilà, il y a une espèce humaine, donc une race humaine. Cela dit, je crois que très sincèrement que le débat, la polémique avec Nadine Morano est mal posée, parce que dans le fond, que vous utilisiez le terme race ou le terme ethnie, ça ne change pas la réalité. Si vous voulez, la France n'est pas de race blanche, d'accord, mais elle est peut-être originairement ethniquement blanche. C'est ce que je veux dire. C'est pas le terme race. On s'est focalisé sur ce terme-là de manière, je crois, pour le coup impropre. Donc il y a une composante, je dirais, ethnique qui a fait la France. Pour autant, il y a une unicité culturelle. Enfin, il y a un très fort lien culturel. Et aujourd'hui, la question est peut-être moins de savoir si on veut que la France, je dirais, soit multi-ethnique, ou la question de savoir si on veut qu'elle soit multiculturelle. Et ce sont bien deux questions qui sont juxtaposables et distinguables. Vous parlez aussi de la citoyenneté. D'ailleurs, la question est carrément posée. Qu'est-ce que la citoyenneté? Vous dites que la citoyenneté
citoyenneté et la participation active à la vie nationale, en l'occurrence le droit au suffrage. Oui. Les dernières élections montrent aussi qu'il y a un taux d'abstention qui est assez fort, de plus en plus fort. Quid alors, justement, il y a une méfiance, même une méfiance vis-à-vis du corps politique. Oui. Est-ce que ça veut dire que le Français est de moins en moins, ou se sent de moins en moins citoyen ? Suite à la définition que vous mettez dans le livre. Question politique. Je crois que les Français s'intéressent vraiment, je dirais, au débat politique, aux enjeux. En revanche, la défiance qui est de plus en plus grande vis-à-vis de la classe politique, elle ne fait effectivement pas de doute. Et je crois que il faut peut-être distinguer les deux. Mais ce qui est certain, c'est que il y a on le constate de plus en plus, notamment par l'abstention, mais pas seulement. On constate de plus en plus effectivement une divergence, ou disons une cassure entre les élites pluriel, politique, culturel, intellectuel, et puis de l'autre côté, effectivement, les citoyens. C'est très grave parce que un pouvoir politique, pour qu'il puisse fonctionner, quelles que soient les mesures qui sont prises, c'est pas le débat ici, et pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse agir, il faut qu'il y ait une relation de confiance avec, je dirais, les citoyens. Or, évidemment, il semble qu'elle disparaisse, cette confiance, et qu'elle se transforme même en défiance. Donc, par conséquent, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons voulu écrire ce livre. C'est justement essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles et dans quelles conditions on peut être un citoyen actif. Jean, c'est à vous. Et on reviendra après sur le livre très rapidement. Alors, une petite histoire. Une petite histoire. En 1970... c'est du temps où les bêtes parlaient, comme disait mon père. Je viens de finir mon service militaire et en mars, j'attaque mon stage de commissaire-priseur. Je suis un jeune stagiaire commissaire-priseur, j'habite Poitiers et mon patron, maître Jean-Pierre Vérague, me dit pour votre première fois, nous allons faire un inventaire qui, je pense, sera intéressant. Nous avons pris la voiture, nous sommes dirigés vers Limoges et nous sommes arrivés après 1 heure de route, ça doit être aux environs de Bellac, mais je me souviens plus très bien. Nous sommes arrivés devant une propriété. Cette propriété était d'un seul tenant de 500 hectares. Il y avait au milieu un château du XVIIIe siècle et donc une route qui devait faire à peu près 2 km pour y arriver, une route privée, bien sûr. Nous avons trouvé là une très vieille dame, impotente, etc., et qui se trouvait au milieu. Elle était accompagnée d'une personne, comment est-ce qu'on peut dire, quelqu'un qui s'occupe d'elle et qui gère une dame de compagnie, une gouvernante, et il y avait un gestionnaire de la propriété, parce que ces propriétés se suffisaient à elles-mêmes, produisaient beaucoup de choses. Bien. La gouvernante nous a dit je me suis permis de passer avant vous dans certaines pièces, j'ai cru que c'était les doubles rideaux. En fait, non, ce sont les toiles d'araignée. Ah oui, donc c'était... Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette vieille dame était jeune mariée en 1914. Et son jeune officier de marine a été tué le premier mois de la guerre de 14. Et ce jour-là, elle a interdit à toute personne de rentrer dans le château. Donc il y avait la gouvernante, il y avait le gestionnaire, et il y avait 2 employés de maison, ce que nous appelions autrefois, sans méchanceté, des bonnes à tout faire, et qui faisaient la cuisine, dans une cuisine qui est plus grande que avec du granit au sol, des clés en bois pour poser le pain, pour que les rongeurs ne le mangent pas. C'était très bien. On a commencé l'inventaire, nous avons trouvé des choses absolument extraordinaires. C'est une chose qui ne peut plus se faire aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui régler une succession qui date de... c'est pas possible. Non. Le droit, Dieu merci, est plus court que ça. Or, le jeune officier qui était mort avait eu comme père ou comme grand-père le général qui avait conduit la charge de Reichshoffen en 1870. C'est-à-dire 100 ans avant notre intervention. Et depuis le XVIIIe siècle, rien n'avait bougé dans le château. Absolument rien. Les meubles étaient là, sauf une chose. Alors, donc on fait l'inventaire et on trouve des meubles qui sont là depuis tout temps. Vous savez, on a l'impression que le temps se télescope comme ça et qu'il ne s'est rien passé. Sauf dans le grand salon, il y avait eu, jusqu'en 1870, un salon en bois doré d'époque Louis XV, avec des tapisseries d'Aubusson. C'était des cartons de Oudry, un célèbre dessinateur, qui représentait les fables de La Fontaine. Ce salon n'était plus là, mais on l'a retrouvé dans le grenier, sanglé, bâché. Et il y avait à la place le salon dit Vert Épinard.
En 1870, c'est Viollet-le-Duc, c'est le retour au gothique, on restaure Notre-Dame de Paris, Carcassonne, en se trompant sur les toits, etc., peu importe. Et donc là, c'était un bidule en chêne, avec plein de clochetons, des têtes partout, et c'était le salon Vert-Épinard, vraiment très vilain. C'est tout ce que ce général avait fait voilà, et rien n'avait bougé. Si, quelques meubles étaient venus, quand même, mais ça avait été mis dans les chambres de bonne parce que ça ne présentait pas d'intérêt, à savoir une chambre d'époque Louis XV, une chambre d'époque Louis XVI, qui aujourd'hui, franchement, ferait la couverture de la Gazette de l'Hôtel Drouot. Oui, c'est ça. Voilà. Ce fut mon premier inventaire, j'avais baptisé ça le château de la Belle au Bois dormant, et en sortant de là, je me suis dit, c'est un métier qu'il faut que je fasse à tout prix. Voilà. J'ai le regret de vous annoncer que je prends ma retraite le 9 novembre, lundi 9 novembre, après 40 ans de bons et loyaux services. Oui, mais vous venez nous voir quand même. J'ai mes mensualités, madame. Je vais toucher ma retraite. Mais vous venez nous voir quand même. Si le RSI veut bien répondre au téléphone. Vous avez envie de gérer vos problèmes avec le RSI sur le plateau, c'est ça? Régler ses comptes. Je peux. Non. Ça durera des heures. Oui, on fera une émission. D'accord. RSI, salaud, le peuple aura. Merci Jean, on a explosé le temps. Merci. C'est la fin de cette émission. Guillaume Bernard, merci beaucoup. Je ne saurais vous conseiller que de lire l'instruction civique pour les nuls. J'ai appris plein de choses. Peut-être que vous voterez mieux aussi après avoir lu ce livre-là. En conscience, en tout cas, en sachant pourquoi l'on vote pour telle opinion. Vous le trouvez partout, dans les grandes crèmeries, dans les plus grandes crèmeries, comme on dit. Et puis sur le site internet www.pourlesnuls.fr. Merci messieurs. Merci. À bientôt.